C'est de la liberté qu'il n'y a pas sous mon toit. Piroguier, spaghetti, tambour et chanson vers la liberté. Piroguier. Chers compatriotes, chers Gabonais, chers amis du Gabon, de ceux qui sont aux États-Unis, dans les Amériques, en Europe, en Afrique et au Gabon. Il m'a semblé bon de vous entretenir, bien sûr, ce soir. Nous sommes le 31 décembre 2012. Nous vivons dans un contexte différent du contexte d'hier. En 2009, nous avons perdu M. Omar Bongo, qui a été ce président qui a dirigé le Gabon pendant 42 ans, dont la gestion du pays a été une gestion sans partage. Les résultats de cette gestion sont connus aujourd'hui, au point où le Gabon ne fait pas partie du concert des nations quand il s'agit bien sûr des pays de référence sur le plan de politique sociale, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan également de la démocratie. À la suite de la mort du président Omar Bongo, nous avons connu une transition d'une année qui a été une transition qui a finalement abouti à l'installation de M. Ali Bongo avec tout ce que nous avons connu comme procédure. Nous avons pensé que cette période sera une période salvatrice pour notre pays, mais bien au contraire, par des méthodes non conventionnelles, avec bien sûr l'aide de son arsenal, c'est-à-dire l'armée. M. Ali Bongo, contre toute attente, s'est installé au pouvoir il y a de cela, bien sûr, 3 ans. Après cette installation, après les élections en temps pour moi, nous avons connu des grands bouleversements, notamment à Port-Gentil, où il y a eu plusieurs morts. Il y a eu des heurts, bien sûr, au niveau de Libreville, mais il y en a qui ont donné à M. Ali Bongo le bénéfice du doute. Ce bénéfice du doute aujourd'hui n'a produit absolument rien du tout. Nous avons au Gabon une population dont la majorité est en train maintenant d'haïr, disons, le statut de président et aussi du gouvernement. Le souhait de cette grande majorité est de voir M. Ali Bongo partir du pouvoir. Et malgré ce qu'il s'est passé, la population gabonaise, dirigée par les opposants, ont essayé d'engager un dialogue. Ce dialogue, par rapport bien sûr à la biométrie, qui avait été dirigé par le président Pierre Mamboundou, disons avec le concours bien sûr des autres pairs de l'opposition, mais malgré l'appel à l'installation de la biométrie et au report des élections législatives de 2011, M. Ali Bongo et le système criminel intégré du PDG s'est entêté, disons, d'aller aux élections. À la suite de ces élections, nous avons connu une assemblée aujourd'hui monologue. Une assemblée dont l'ambassadeur des États-Unis au Gabon pourra aujourd'hui, en faisant le bilan politique, il a parlé dans son interview, bien sûr, d'un pays qui fonctionne à partir d'un parti unique, qu'il appelait un parti singulier. Donc, c'est connu aujourd'hui qu'au Gabon, il n'y a pas de démocratie, il y a plutôt une dictature très avérée qui met le pays dans un contexte, bien sûr, disons, de statu quo politique. Donc, à la suite, bien sûr, de ce que nous connaissons aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était bien de procéder à certains mécanismes et à certains recours pour installer le dialogue au sein, bien sûr, de l'opposition, non seulement l'opposition, mais aussi avec le parti au pouvoir. C'est pourquoi, disons, nous avons eu ce que nous avons appelé en France la rencontre
non seulement avec les membres de la société civile, mais aussi avec l'opposition. Nous avons eu la rencontre dite de Paris. Et cette rencontre a donné, bien sûr, comme résultat, la convention de la diaspora. Avec un grand nombre de partis politiques et la société civile, a été née l'idée de la conférence nationale. Et cette conférence nationale était en fait l'idée de relancer encore le débat pour que les Gabonais s'asseyent sur une même table afin de discuter pour trouver des voies et moyens de sortir, bien sûr, le Gabon de cette impasse politique et de voir dans quelle mesure le Gabon pourra, les Gabonais pourront être une fois fiers, non seulement de la démocratie, mais également les Gabonais pourraient se parler sans pourtant avoir de réticence comme aujourd'hui. Malgré cela, rien n'a été fait et jusqu'à maintenant, une grande partie de l'opposition et des membres de la société civile appellent toujours à cette conférence nationale et il se trouve que le parti au pouvoir ne veut pas organiser cette conférence malgré les encouragements bien sûr des uns et des autres. En lisant bien sûr l'interview de l'ambassadeur des États-Unis au Gabon qui représente le pays où je suis, il a encouragé bien sûr l'ouverture, le dialogue. Il encourage le parti au pouvoir et M. Ali Bongo bien sûr d'avoir plus de largesse dans sa façon de gérer et sa façon de se comporter par rapport bien sûr à l'opposition. Mais l'année 2012 autant pour moi, ne nous donne pas bien sûr l'espoir que 2013 se passera différemment que 2012. C'est pourquoi, en cette fin d'année, nous voulons, disons, donner un bilan d'un pays et pourtant convoité par beaucoup, aimé par la population, dirigé bien sûr par un amateur qui passe son temps bien sûr à voyager. Par exemple, pendant plus de 3 ans de règne, il a passé une année à l'étranger. Un président qui a des intérêts qui ne riment pas bien sûr avec l'intérêt des Gabonais. Par exemple, Yahoo Finance a donné un rapport disant que M. Ali Bongo, en 3 ans, est le 8e dictateur le plus riche que le monde n'ait jamais connu. Je voudrais vous rappeler que M. Ali Bongo a amassé en 3 ans plus d'1 milliard de dollars, ce qui fait l'équivalent de plus de 700 milliards de francs CFA. Il prend plus de 25% du PIB gabonais, c'est-à-dire des ressources, disons, de produits intérieurs bruts, disons, du Gabon. Il a acheté une maison de 138 millions de dollars, disons une maison luxueuse à Paris. Ici aux États-Unis, avant que son ami, l'ambassadeur Michael Moussa, prenne ses fonctions, il a acheté une maison de 6 500 000 dollars. Ceci a quand même étonné même certains journaux américains, sachant quand même que les Gabonais vivent, une bonne partie des Gabonais vivent dans le seuil d'une pauvreté très avérée. Par exemple, aujourd'hui, plus de 30% des Gabonais sont dans une pauvreté excessive, c'est-à-dire il y a 30% des Gabonais qui sont très pauvres dans un pays dont les ressources naturelles sont connues de tout le monde. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Nous savons que l'espérance de vie au Gabon est à 52 ans pour les hommes et 51 ans pour les femmes. Et si jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de changement, c'est tout simplement parce que
il n'y a pas une bonne politique qui permet bien sûr aux Gabonais de vivre décemment. C'est pourquoi ces résultats sont quand même très inquiétants. Parce que quand on parle d'espérance de vie de 52 ans, nous sommes en arrière par rapport à plusieurs pays africains et pourtant la population vient chercher du travail au Gabon. Pour les Gabonais qui ne connaissent pas, nous sommes derrière le Congo-Kinshasa. Je vous rappelle que pour qu'une espérance de vie soit moindre, il y a plusieurs facteurs. Par exemple les guerres, par exemple les catastrophes naturelles, par exemple les épidémies, l'instabilité au niveau du pays. Mais comment pouvez-vous justifier que nous soyons à la 208e place alors que le pays est un pays appelé un pays stable? Le chant que M. Omar Bongo chantait avec tous ses prosélytes était que le Gabon est un pays de paix et M. Omar Bongo était le créateur de la paix. Mais comment un pays de paix peut vivre pire qu'un pays en trouble comme le Congo? Si on demande à certains Gabonais d'aller vivre au Congo, certainement ils ne voudront pas. Mais je voudrais dire aux Gabonais que si vous allez au Congo, vous allez vivre plus longtemps que rester dans votre pays. Voilà le bilan, bien sûr, du président que certains Gabonais, disons naïfs, sont en train plutôt de féliciter. Monsieur Ali Bongo a des priorités qui ne sont pas des priorités de la majorité des Gabonais. Celui-ci a aliéné les amis de son père, qui ont servi son père, qui ont servi le Gabon, ceux qui ont fait quand même du bien au Gabon malgré le bilan catastrophique de cette gestion. Beaucoup sont devenus ennemis, bien sûr, de M. Ali Bongo. M. Ali Bongo a même aliéné les membres de sa famille au détriment du pouvoir. M. Ali Bongo est prêt à tout faire pourvu qu'il soit au pouvoir. Et ce M. Ali Bongo aujourd'hui qui parle d'une croissance, disons économique, en 2013 de plus de 7%, n'arrive pas à réaliser que cette croissance économique ne se reflète pas dans la vie quotidienne, disons chez le Gabonais lambda. Quand nous parlons par exemple de la croissance, disons extensive, est-ce que nous pouvons parler d'une croissance où les compagnies, les petites et moyennes entreprises ont été créées? Est-ce qu'on pourrait parler également, disons, d'une croissance intensive où ce qui existe, où ce que M. Omar Bongo a laissé, a connu non seulement de stabilité, mais également de croissance? Pas du tout. Les petites réalisations que M. Omar Bongo a laissées ont été non seulement détruites avant qu'il ne meure, mais également avec l'arrivée de M. Ali Bongo. Donc quand on parle de la croissance économique, c'est une croissance économique nominale. Les Gabonais de tous les jours ne ressentent pas ça. Et en plus de cela, au lieu que M. Ali Bongo se limite à prendre le pouvoir, mais il est venu avec des méthodes qui arrivent quand même à enlever la fierté du peuple gabonais. M. Omar Bongo parlait de Gabon d'abord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des ministères qui sont des ministères fantômes ou des ministères de nom. Ils sont privés, bien sûr, de tout budget. Il a créé à la présidence des agences. Et ces agences sont contrôlées, bien sûr, pour la plupart par des étrangers, privant ainsi le Gabonais, bien sûr, de la créativité des marchés. Donc aujourd'hui, si vous êtes un jeune cadre gabonais venant de l'extérieur ou vivant à l'intérieur du pays, vous n'avez pas la possibilité, bien sûr, d'avoir des marchés publics. Tout simplement parce que ces marchés sont la plupart donnés aux étrangers. Et pourtant, c'est ce monsieur Ali Bongo qui parle, bien sûr, d'une émergence, d'un Gabon émergent qui se comparera, bien sûr, à Dubaï d'ici 2005. Alors donc, nous disons ici, après
plus de 3 ans de régime sans partage, de régime égoïste, de régime monologue, il est temps que les Gabonais comprennent que le changement doit être évident. Qu'est-ce qu'il faudra faire? À l'Union du peuple gabonais, nous regrettons toujours la mort de notre président, l'opposant historique, charismatique, qui a pu bien sûr faire l'histoire du Gabon. Mais cela pourrait, en fait, après cette mort, nous avons passé par une transition dont le bout du tunnel n'est pas encore évident, mais nous voulons rassurer aux sympathisants et aux amis de l'Union du peuple gabonais et aux membres de l'Union du peuple gabonais que les responsables de l'Union du peuple gabonais sont en train de réfléchir. Il y a une réunion prévue, bien sûr, en fin janvier, début février, ici aux États-Unis. Cette réunion verra la participation non seulement des membres de l'UPG, des responsables UPG du Gabon, d'Europe, des États-Unis, des Amériques, c'est-à-dire Canada, États-Unis, pour réfléchir ensemble afin de voir dans quelle mesure le parti pourra redémarrer. Nous voulons demander aux Gabonais de nous donner encore le bénéfice du doute. L'Union du peuple gabonais, nous sommes convaincus que un leadership, disons, s'élèvera et le Gabon changera à partir de nos actions. Nous demandons également à tous ceux qui sont découragés de ne pas, disons, perdre courage. Parce que Monsieur Omar Bongo disait, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Monsieur Ali Bongo lui-même sait que son temps à la tête du Gabon n'est qu'un temps passager. Tôt ou tard, il partira. Mais pour qu'il parte, il faudra que les Gabonais continuent à lutter contre ce régime criminel intégré qui, non seulement pille l'argent du pays, mais également, à partir bien sûr de crimes rituels, rend certaines familles malheureuses. À partir de la dictature, la liberté de la presse et la torture de certains Gabonais, l'influence, l'accaparement de tout ce qui pourrait rendre les Gabonais heureux, fait que un manque de confiance s'installe à son sujet. C'est pourquoi, en cette fin d'année 2012, malgré les erreurs qui ont eu lieu disons cette année, nous voulons commencer cette année avec des perspectives, disons, prometteuses. Nous félicitons tous les Gabonais de l'étranger qui ont pu travailler de telle sorte que le régime gabonais soit connu par ses mauvais actes, que ce soit les Gabonais des États-Unis ou de la France, les Gabonais de la Belgique, de l'Angleterre et d'autres pays. Nous voulons vous encourager à continuer à faire ce que vous avez pu faire et nous pensons que le changement viendra d'une part d'une grande partie des Gabonais de l'extérieur et aussi soutenons nos frères, nos sœurs de l'opposition au Gabon, de la société civile qui font un travail très considérable. Nous vous encourageons également de ne pas vous associer, disons, à ce pouvoir criminel intégré qui est Ali Bongo, PDG. C'est un pouvoir qui a perdu la confiance de presque tous les Gabonais. Nous vous demandons également de ne pas soutenir tout opposant croque-mitaine. Nous vous demandons d'être actifs dans la plupart d'activités de l'opposition. Quand il y a des marches à faire, nous encourageons de les faire. Quand il y a à parler contre le régime, nous vous encourageons également de le faire. Quand il s'agit de faire poser des actions,
nous vous encourageons également de poser les actions. S'il n'y a pas conférence nationale, s'il n'y a pas une plateforme qui permet aux Gabonais de relancer la situation politique au Gabon, pour la plupart, nous les opposants, nous pensons que M. Ali Bongo doit partir par tous les moyens. Donc, je dis, en cette fin d'année 2012, malgré le résultat de ce que nous avons connu, nous avons encore, disons, l'avenir. De la liberté qu'il n'y a pas sous mon toit. Piroguier, spaghetti, tambour et chanson vers la liberté. Piroguier, spaghetti, tambour et chanson vers ta liberté.